Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons la chance de recevoir une femme qui a indéniablement imprimé sa marque à la médecine vétérinaire. Née un soir de juillet 36 dans un lit qui portait déjà la mémoire des femmes de sa famille, son enfance est rapidement déchirée par la guerre. Départ sans retour, rafle, les justes, la clandestinité. Si à 5 ans elle porte des robes légères, le monde, lui, est bien lourd. Cachée dans une ferme de la Nièvre, elle découvre la douceur des animaux, la patience des gestes simples. Peut-être est-ce là d'ailleurs que germe son destin. Revenue à Paris sans savoir lire, elle apprend vite, dévorant études, musique puis philosophie. Ce sera ensuite la science, l'école vétérinaire, les nuits à travailler pour payer ses rêves, les combats politiques hérités des siens, l'industrie pharmaceutique et l'homéopathie qui deviendra sa voie. Un jour, elle choisit la liberté, une clinique, une blouse, des mocassins à la place des escarpins, des chiens et des chats qu'elle décide de soigner autrement. 28 ans de pratique, de doute, mais aussi d'audace, des livres, des micros, une présidence historique et toujours derrière elle la présence discrète de sa mère, de sa lignée, de ceux qui lui ont appris à tenir debout. Aujourd'hui, à travers ses mots et ses souvenirs, nous partons à la rencontre d'une femme qui a fait de la résilience un chemin et du soin une lumière. Jacqueline Pecker. Bonjour Jacqueline, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, mais en fait, vous venez de tout dire, là. Moi, j'ai presque plus rien à dire. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez pouvoir nous apporter beaucoup de détails. Et d'ailleurs, pour comprendre une vie si dense, si singulière, il faut revenir au tout début, là où tout se tisse. Ah, le tout début, c'est une famille qui s'est construite. Comment vous dire ? Mes grands-parents, du côté de ma mère, sont arrivés de Pologne. D'accord. En 1910, donc bien avant ou bien après, plus exactement, les premiers arrivés, mais surtout bien avant, je crois. Ils se sont rencontrés, mon grand-père et ma grand-mère se sont rencontrés dans le train qui arrivait de Varsovie. Ma grand-mère avait à peine 16 ans, elle s'était enfuie parce que les pogroms qui étaient à peu près toutes les semaines dans la ville de Lodz, plus elle devenait jeune fille et plus ils étaient dangereux. Et mon grand-père a fui Varsovie parce qu'il ne voulait pas devenir rabbin. Et ces deux magnifiques jeunes gens, exceptionnellement beaux, 16 et 18 ans, se sont rencontrés donc dans le train Varsovie-Paris. Et bien sûr, ils se sont parlé. Ma grand-mère allait rejoindre sa sœur, qui elle s'était installée au Lilas, donc dans la banlieue parisienne, avait trouvé un homme pour partager sa vie, un homme qui était un bon Français, né probablement dans le 93 de l'époque, et qui était marchand de peau de lapin, c'est quelque chose. Et tout ça vivait dans une espèce de maison en bois dans la banlieue des Lilas. Et mon grand-père ne savait pas où il allait. Donc ma grand-mère lui a dit, écoute, moi je vais chez ma sœur, et elle nous prendra peut-être tous les deux. Et effectivement, elle les a pris tous les deux, et un an, même pas, quelques mois après, ils se sont mariés. Le maire des Lilas, n'ayant pas le droit de marier des gens de moins de 21 ans, a falsifié un peu les papiers, ils les ont mariés. Et en fait, ils se sont installés, ils ont trouvé un appartement. Ma grand-mère a aidé mon grand-père qui est devenu un maroquinier important. Un maroquinier qui, juste avant la guerre, travaillait pour les plus grandes Paris, les plus grandes maroquineries, les plus grands magasins parisiens. Et ils ont fait un premier enfant, qui était ma mère, qui est née donc en mai 1912, et un deuxième enfant qui était un fils, né le jour de la Révolution russe, évidemment, le 17 octobre 1917.
Et puis, voilà, les années ont passé et ses enfants ont grandi jusqu'à ce que ma mère soit en âge de se marier. Du côté de mon père, les choses sont totalement différentes. Mon grand-père paternel, qui vivait en Ukraine, a dû fuir cette région russe parce que le tsar, qui était en train de perdre la guerre russo-japonaise, avait décidé que tous les hommes juifs, beaux, de plus d'1,78 m, devaient rentrer dans l'armée. Et mon grand-père savait très bien ce qui l'attendait s'il était dans l'armée, donc ils étaient 2 frères à l'époque, et ils ont décidé de fuir l'Ukraine. Donc ces 2 hommes sont partis chacun de leur côté, et quand mon grand-père a franchi la frontière, les douaniers lui ont demandé comment tu t'appelles, et il a dit Peker. Peker en russe, ça veut dire boulanger. Et effectivement, les parents de mon grand-père avaient appris la boulangerie. Ils se sont retrouvés des années plus tard, rue des Rosiers, dans le quartier juif à Paris, devant la synagogue. Et l'un s'appelait Nipomnish, c'est-à-dire je ne me souviens de rien, et l'autre s'appelait Peker. Donc ils ont aussi construit leur vie en France, apprenant le français, faisant des enfants. Mon grand-père a épousé ma grand-mère sur le chemin qui arrivait à Paris. Il l'a épousée en Autriche, et il a fait mon père dans un tout petit village de l'Autriche-Hongrie qui s'appelait Molbanela, qui n'a jamais existé sur nos cartes officielles. Et c'est très important parce que mon père, qui est arrivé donc à Paris, il avait 4 ans, n'a jamais obtenu la nationalité française. D'accord. Ce qui fait que en 40, quand le maréchal Pétain et la Gestapo arrivant ont demandé aux Juifs étrangers de venir se recenser, mon père a dû aller se recenser, et il a donc fait partie pratiquement des premiers arrêtés. Donc, si vous voulez, voilà peut-être un peu pour la partie familiale. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est que c'est d'un côté comme de l'autre, tous ces gens-là étaient excessivement français. Tout le monde parlait français. Quand on était fâché ou qu'on voulait me punir, ma grand-mère de temps en temps me parlait en yiddish. Et nous sommes donc arrivés, si vous voulez. Alors mon père n'a pas fait d'études, mais bon, il était représentant, il vendait. Enfin, le drame, c'est que mon père avait appris ce qu'étaient les jeux de cartes et les dés. Et ma mère a fait une école de commerce qui s'appelait Pigier à l'époque, où sortaient les jeunes filles. On les a présentés, comme on le faisait dans le temps. Ils se sont mariés en 34, et en 36, ils m'ont fait moi. Je suis donc né dans l'appartement de mes grands-parents. Le 1er juillet 1936, à 22h, devant une mère et des grands-parents fous de joie d'avoir une petite fille, et devant un père fou de tristesse de ne pas avoir un garçon qu'il avait déjà nommé David. Est-ce que vous avez ressenti un peu cette ambivalence à l'époque Non, jamais. Déception et ensuite non, j'ai pas eu le temps, sinon tout le monde me disait toujours, c'était ma grand-mère qui me racontait, comme ton père avait été déçu, lui qui était l'aîné de 4 garçons et qui ne pouvait que faire qu'un garçon. Mais je sais pas si les choses auraient vraiment changé. Donc mes parents étaient très à l'aise financièrement, pas riches mais très à l'aise. Mon père gagnait bien sa vie, ma mère était secrétaire dans des grandes maisons de tissus. Ces 2 êtres parlaient toujours le français. Un peu quelquefois le yiddish quand ils voulaient qu'on comprenne pas ou que moi je sache pas ce qu'ils étaient en train de dire. Mais j'étais une petite fille, on vivait dans un bel appartement dans le 10e arrondissement. Et il y a eu une rupture. Nous étions comment vous dire, nous étions en train de déjeuner, si ma mémoire est bonne. On a sonné à la porte. J'avais donc depuis le 1er juillet, j'avais 5 ans. Mmh. Oui, c'est ça, 41, j'avais 5 ans. Et 2 hommes sont entrés, très bien habillés,
dont j'ai gardé pendant des années, je ne vais pas dire aujourd'hui non, mais pendant des années le visage présent, beaucoup plus que le visage de mon père. Nous étions... alors déjà, beaucoup de Juifs avaient été arrêtés, mon père avait été un peu mis à l'écart, et ils ont dit, voilà, nous sommes obligés de vous arrêter, donc vous faites une petite valise, préparez-vous à monter quelques affaires. Et j'ai vu mon père aller chercher une petite valise en cuir, et je sais que quand on parle comme ça, on fait pas de publicité, mais je ne savais ni lire ni écrire à l'époque, mais cette valise était belle. Et bien des années plus tard, quand je voyais un magasin à une place de l'Opéra qui s'appelait l'Ancel, et j'ai revu la valise de mon père. J'ai revu cette valise. Et pendant des années, j'ai gardé en mémoire et ces hommes venus l'arrêter avec beaucoup de, comment vous dire, de gentillesse presque. Presque. Vous n'avez pas un costume moins élégant, et mon père qui était très élégant dit non, moi j'ai pas l'habitude de m'habiller, je suis pas bricoleur, donc il est parti avec un fort joli costume, prince de Galles, et je n'ai jamais revu mon père. Donc bon, nous étions là très peu de temps. Mon oncle, le frère de ma mère, avait déjà été arrêté et on n'avait pas de nouvelles. Et mon grand-père a trouvé le moyen d'aller à la préfecture de police à Paris pour essayer d'avoir des nouvelles de son fils, qui était français, né en France, Oui. comme ma mère. Et la préfecture de police a regardé, et le commissaire a dit, écoutez, vous êtes Ferdinand Feldman. Oui. Nous allions aller vous arrêter demain, puisque vous faites partie du groupe des Juifs étrangers. Donc, puisque vous êtes là, on vous emmène. Donc, aussi. Et tout le monde mon père et mon grand-père sont partis à Drancy. Donc là, on était juillet-août 41. Est-ce que vous avez perçu tout de suite le côté très brutal? Alors, ce que j'ai perçu, c'est que la mauvaise, l'angoisse chez ma grand-mère. Ma mère était une femme, elle ne montrait rien. Elle a essayé d'aller voir tous les gens qu'elle pouvait connaître à Paris, et rien n'a fait. Donc, et puis nous avons reçu, je crois que c'était début décembre 41, ma grand-mère a reçu un document le 15 décembre 1941 à 6h du matin, votre mari sera fusillé dans les locaux du Mont Valérien. Oui. Donc vous voyez la plaque que vous avez à côté de vous. Oui, je vois. Et c'est mon grand-père. Et mon grand-père est parti au Mont Valérien, et avant d'être fusillé, on demandait aux prisonniers s'ils avaient envie de quelque chose, d'écrire un mot à leurs parents, à leur famille, etc. Et il a été fusillé en même temps, c'est-à-dire que ce jour-là, il y avait 90 ou 100 fusillés, il y avait 40 communistes et 40 juifs. Et on leur a demandé, mon grand-père, ne sachant ni lire ni écrire, a dit non, moi je peux pas écrire une lettre à mon épouse, mais je voudrais mourir comme un juif, donc je voudrais qu'on me trouve un béret. Et un jardinier qui était dans le cadre du Mont Valérien lui a trouvé un béret, et mon grand-père a donc été fusillé. Et en 45, quand les tombes ont été ouvertes, ma mère a retrouvé ce béret. Il ne restait que ce béret. Et là, si vous voulez, quand j'ai vu ma mère tout en noir, et que j'ai vu arriver l'étoile en mai 42, ma mère, à ce moment-là, a reçu un courrier comme quoi il fallait qu'elle aille à la préfecture de police pour récupérer les affaires de mon grand-père. Elle était toute en noir, et il y avait déjà l'étoile. Elle est donc partie à la préfecture de police, où elle a été un peu draguée par un officier allemand qui était là dans la préfecture. D'accord. Et ma mère était exceptionnellement belle, hein, lui a fait comprendre que ce qui allait se passer à Paris était bien pour personne, en tout cas pas bien pour dire des choses gentilles, pour s'offrir des fleurs, pour inviter une jolie femme à déjeuner.
Et ma mère est rentrée à la maison et elle a dit à ma grand-mère, on quitte Paris. Et ma grand-mère n'a pas voulu. Elle attendait toujours son fils disparu. Et ma mère, le lendemain matin, fait une petite valise, a enlevé son étoile, est allée à la gare de Lyon. Et nous avons pris un train jusqu'à Nevers où, dans la Nièvre, mes parents, de temps en temps, allaient, pour essayer la nouvelle voiture de mon père, si vous voulez, allaient rejoindre une ferme, une dame qui tenait cette ferme, et qui avait hébergé, pendant des années, leur femme de ménage. D'accord. Comme enfant de l'assistance publique. Et bon, ils avaient un peu sympathisé, etc. Et ma mère est arrivée dans cette ferme, et elle a donc dit à cette femme, est-ce que vous pouvez prendre ma fille? J'ai pas un sou à vous donner, j'ai que ma bague de fiançailles. Et cette femme m'a pris. Ma mère est repartie le soir même, je crois, ou le lendemain. Ça, un petit trou comme ça. Et moi, je me suis retrouvé avec des petits sabots, une petite robe moins élégante que celle avec laquelle j'étais arrivé, avec une jeune femme qui devait avoir 18-20 ans, qui était de l'assistance publique, qui s'est refait un peu de bonne à tout faire, et avec un gamin qui s'appelait Léon, qui devait avoir 12-13 ans, qui avait qu'une idée, c'était de me casser les pieds. Et puis, alors, autour de tout ça, des cochons, des poules, un chien, un âne, des vaches, etc. La vie de la ferme. Voilà. Et là, comment vous dire, je suis devenue quand même une très jolie petite fille, par contre. Hein. Alors là, vous êtes restée combien de temps? Je suis restée. Alors, c'est posé la question de l'école. Le maire du village ayant dit, il est mieux que cette petite aille pas à l'école. Ah. Parce que si elle vient, elle va parler, elles vont se raconter. Les Allemands sont pas très loin, ils sont pas encore là. Donc, je suis pas allée à l'école. Moi, j'étais parfait, j'avais pas besoin. De temps en temps, j'allais porter du petit bois pour allumer le feu de l'école. Je trouvais ça très bien que les autres. Et moi, je vivais là. Mon premier amour s'appelait Léon. C'était un cochon qu'on a tué, je crois, au mois d'octobre ou novembre, comme on tuait à l'époque. Où j'ai pleuré la première fois, je crois, que toutes les larmes de mon corps. La preuve, c'est qu'il m'en est resté. Je crois que j'ai fait plus de conférences sur ce Léon que j'ai fait de conférences sur mes spécialités de la suite. La preuve, c'est que j'en parle encore. Et ma mère est revenue me chercher, je vous dirais bien, à mon avis, fin 44. Quand les Allemands ont libéré pour de bon la Nièvre. Et un peu le sud de la France. Et je me souviens pas de la date de ce qui s'est passé quand les Allemands ont détruit cette ville, et que nous avons tous appris qu'ils étaient un peu partout et qu'ils détruiraient Saint-Honoré-les-Bains, où ma mère était avec ma grand-mère, depuis, disons, fin mai. Elles sont arrivées, fin mai 42. Parce que ma mère, elle, qui m'a déposé donc début peut-être en avril 42 dans cette ferme, est revenue à Paris chercher sa mère qui ne voulait pas partir. Elle voulait toujours pas partir. Non. Et elles sont parties quand même. Elles sont parties, ces deux femmes, parce que ma mère savait qu'il allait se passer quelque chose, juste avant le Veldiv. Elles sont parties en juin 42. Elles ont trouvé à Saint-Honoré-les-Bains, donc elles étaient même pas à 15 kilomètres de moi. Elles ont trouvé une boucherie qui leur a loué un petit appartement, un peu caché derrière la poste, parce que ma grand-mère parlait mal le français. Ça aurait un peu attiré l'attention. Et elles ont vécu là finalement jusqu'au début 45, jusqu'à ce que tout soit arrangé, que nous rentrions à Paris, tous ensemble. Et nous sommes rentrés à Paris. Et là, si vous voulez, comment vous dire, on peut pas dire que la vie a repris. Bon, moi, j'étais une enfant un peu, j'étais devenue une petite fille, pas grognon, mais un peu renfermée et pas très facile à vivre. C'est-à-dire qu'il fallait pas me contrarier ou me dire quelque chose. Immédiatement, j'avais le moyen de me défendre. Sur la défensive, physiquement me défendre. Donc nous sommes allés à l'école des Lilas, puisque nous habitions Lilas. Pourquoi nous habitions Lilas? Parce que quand ma mère est revenue dans son appartement, il avait été vidé par la Gestapo avant la prise de Paris, mais très très peu de temps avant. Donc elle n'avait plus rien.
Et elle est arrivée, elle est venue vivre chez sa mère au Lilas, qui était un appartement, mais exceptionnellement inconfortable, comme on vivait à cette époque. Mmh. L'eau sur le palier et les toilettes sur le palier. Donc, dès que ma mère a eu une occasion de quitter ça, Elle l'a saisi. elle l'a fait. Alors elle m'a proposé, elle m'a dit: «Est-ce que tu veux venir avec moi?» On lui a proposé, c'est Boussac qui avait, ce fameux grand Boussac qui avait proposé à ma mère de diriger un petit magasin à Brive-la-Gaillarde. Et ma mère m'a dit: «Est-ce que tu veux venir avec moi?» Et moi je voulais pas, je voulais que ma grand-mère. Ma grand-mère était la seule personne au monde, pas que j'aimais, mais avec laquelle je me sentais à l'aise. À l'aise, c'est un vrai repère. Ma mère, c'était trop compliqué. Elle était trop élégante pour moi. Elle voulait trop que je mette des petites robes, etc. Ce que moi, j'avais pas trop envie. Et juste ce qu'a pu faire ma mère, c'est de m'emmener donc à la rentrée scolaire de 1945, Mmh. octobre. J'avais 9 ans. Oui, déjà. Ouais, j'avais 9 ans. Et du coup, Je savais ni lire ni c'est écrire. ça. Et donc, qu'est-ce qui a déclenché cette formidable envie d'apprendre? Parce qu'après, Ben, tout simplement, la directrice de cette école au Lilas a expliqué à ma mère qu'il fallait quand même qu'on me mette dans la classe où déjà tout le monde savait lire et écrire. Mmh. Et je suis tombée sur une institutrice absolument, mais ces institutrices qui sont décrites un peu comme par Hervé Bazin, vous savez, comme Folcoche, un Paul peu Coche. grande, maigre, vilaine. Oh là là, exceptionnellement vilaine, tellement mal habillée en gris, tout ça. Et qui m'a dit: voilà, j'ai une proposition à te faire. Si pendant quelques mois, 3, 4, 5, 6 peut-être, je ne sais pas, tu ne t'es pas de récréation, je te garde avec moi pendant les 20 minutes de la récréation et je t'apprends à lire et à écrire. Et elle m'a appris. Et j'ai rattrapé tout le Tout monde. le retard en quelques Complètement, mois. Mmh. complètement. Et avec je sais pas comment vous dire, une envie exceptionnelle d'utiliser. Mais je vivais avec une femme qui ne savait ni lire ni écrire. Mmh. Ma grand-mère ne savait rien. Donc, fallait une autonomie aussi. Fallait gagner. Donc il fallait que je puisse l'aider. Bien sûr. Et tout ce qu'elle avait, enfin beaucoup de choses avaient été volées par les voisins dans son appartement, mais les voisins n'avaient pas volé les livres. Non. Bon. Et j'ai trouvé là un énorme livre que je vous montrerai quand on aura fini de parler, qui était les œuvres complètes de Pierre Loti. D'accord. Donc j'ai commencé à ouvrir, à regarder, c'était un peu petit à l'époque, je me souviens. Et puis à lire l'histoire. Mon frère Yvan d'Islande, etc. Et comme nous n'avions ni radio, ni télévision, télé, oui, qu'est-ce bien qu'on sûr. faisait le soir? Alors, ou ma grand-mère chantait des chansons yiddish, Mmh. ou moi, j'ai commencé à apprendre un petit peu à chanter, voulez-vous danser grand-mère, etc. J'adorais le chant. Ou je lisais Pierre Loti. Et ma grand-mère, c'était les histoires, mais c'était fantastique. Mmh. Jusqu'à ce que, les années ont avancé. Ma mère est revenue de Brive-la-Gaillarde, elle est revenue un petit peu vivre avec nous. Entre elle et moi, ça allait pas toujours bien parce qu'elle était très, comment vous dire, très féminine. Et plus elle était féminine et plus je m'habillais mal. Jusqu'au jour où elle m'a surpris derrière la mairie des Lilas en train de gagner quelques croissants et des chaussons aux pommes en jouant au 4-21. Et le drame dans notre famille avait été que mon père était un joueur quasi invétéré, professionnel et que la fille, elle avait pris tout ce qu'il fallait pas. Donc je me suis payé une raclée, quelque chose de carabiné, mais ça m'a pas empêché d'avoir toujours mes. Puis après ça a été les cartes, après ça a été tout ce que ça voulait, mais ça a été en même temps que tout ça une boulimie de lecture comme il n'est pas possible. Et bien sûr on n'était pas très riches. Et puis quand j'avais 14 ans, ma mère nous a présenté un homme. Il n'y avait jamais eu d'homme à la maison, sauf ceux qui, enfants, avaient fait ce qu'il fallait pas faire dans cette ferme. Mais comme tous les enfants, tous les enfants de l'époque, je pense que toutes les petites filles de toutes les fermes de France et de Navarre ont subi ce que j'ai subi, parce que les types étaient violents, un peu câlins de temps en temps. Et toutes les petites filles entre 7 et 10 ans, je peux dire,
On subit des moments. Alors on parle beaucoup de ces choses-là aujourd'hui, mais nous vivions dedans. Nous vivions dedans. C'était tu, Oui. caché, mais ça veut pas dire que ça existait pas. Non, ça existait, et non seulement ça existait, mais ces hommes-là trouvaient le moyen de nous faire comprendre que c'était normal, comme d'emmener la vache au taureau, ou d'emmener la truie au verra. Donc après tout, c'était comme ça. On n'avait pas. C'est après qu'on commence à réfléchir, quand on change, quand on devient une vraie petite fille. Alors là, on se dit mais qu'est-ce. Et et cet homme-là, magnifique homme, beau, parlant pas bien français, parce que d'origine ukrainienne aussi, qui s'était sauvé, qui avait passé toute la guerre comme ouvrier dans une ferme du Limousin, il m'a pas plu. Il m'a pas plu. Donc je l'ai boudé. Je l'ignorais. Je l'ignorais jusqu'à ce que un jour il arrive pour mon anniversaire. J'avais donc 17 ans. Ça faisait 3 ans que je l'ignorais. Et il m'offre un livre, lui qui savait à peine lire. Et je vois encore sur cette table où il y avait la toile cirée. Quand on en parlera après, à la fin, peut-être on en parlera entre nous. Pourquoi la toile cirée? Puisqu'on je vivais sur cette table ronde avec une toile cirée qui changeait de temps en temps bleu, rouge, jaune, avec des fleurs ou avec des carreaux, etc. Enfin, avec des carrés, des trucs. Et j'ouvre le livre et il m'offre Les Voix du silence de Malraux. Et là, comme quoi l'amour apparaît en une fraction de seconde, j'ai aimé cet homme. J'ai adoré mon beau-père. Mais adoré. Il m'a adoré jusqu'à la dernière seconde, et je l'ai adoré jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à son départ. Et ça a peut-être un peu changé ma vie. D'abord parce que j'ai compris, je cherchais pas, il n'y avait pas de fausses notes entre nous, mais j'avais envie de lui faire plaisir. Et je me suis presque un peu féminisée. Moi qui étais vraiment en opposition du modèle maternel. Oui. Finalement. Et doublement en opposition, c'est que ma mère, qui était une secrétaire bien connue, qui savait faire plein de choses, etc. Moi, je suis devenue, mais je suis plutôt que j'ai une thèse de doctorat en bricolage. Je savais tout faire. La plomberie, le carrelage, nettoyer les tuyaux de la cuisinière. Je vivais avec une femme qui ne savait ni lire ni écrire et que j'adorais. Et puis là-dessus, je me suis retrouvé passer le brevet. J'ai 16 ans. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a passé le brevet? Alors, ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et ensuite? Moi, je veux continuer, je veux faire des études. Des études, je veux faire des... Donc, j'arrivais au brevet. À l'époque, il y avait des notes, enfin, vous savez, Oui, bien sûr. Donc, j'ai le brevet, on m'envoie dans un lycée à Villemont, l'annexe du lycée Chaptal. Et là, vous vous rendez compte? C'est quelque chose de fabuleux quand on arrive dans des classes, 6e, et je découvre l'anglais, je découvre la philo. Je découvre la philo, je découvre surtout l'histoire, j'ai complètement. Et je fais donc la seconde, je fais une première très très intéressante, mais intéressant à 80% en histoire. Et le professeur d'histoire me propose de passer le concours général. D'accord. Et je dis ouais, enfin bon, concours général, ça va m'apporter quoi? Ça va nous emmener où? Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Parce que de toute façon, ma mère quand même souhaiterait que je fasse un métier, un métier, donc. Et je passe le concours général en histoire que j'ai. On me donne un chèque fabuleux, enfin fabuleux pour moi en tout cas, qui avait jamais touché un sou. Et on me dit mais vous, avec ce concours général, vous pouvez choisir un autre lycée si ça vous fait plaisir. Et déjà j'avais de pas très très bonne fréquentation, donc je choisis le lycée Jacques Decour. D'accord. C'est Jacques Decour, il est au métro Pigalle, où j'avais mes petites relations de jeu de cartes déjà à l'époque. Et l'angoisse de ma mère est immense. L'angoisse de ma mère est immense.
je m'inscris en plus en sciences, en philo, avec un directeur du lycée Jacques Decour, mais il devrait avoir une rue, une plaque dans Paris. À son nom. Et ma mère arrive en disant non, je tiens pas du tout à ce que ma fille fasse des lettres, de l'histoire, de la philo, je préfère qu'elle fasse des sciences, de la médecine, elle sait tout faire avec ses mains, etc. et tout. Et il me met en sciences ex. Donc j'ai passé mon année de sciences ex. Très exceptionnelle d'ailleurs, parce que d'abord j'avais des copains et des copines fabuleux. Là j'ai connu un garçon qui était déjà en prep et que j'aurais dû épouser. Et ça a changé ma vie. Je suis devenue beaucoup plus féminine. Dans les littératures, j'ai découvert d'autres écrivains. J'ai découvert Mauriac, j'ai découvert Duhamel, j'ai découvert des écrivains de droite que je n'aurais jamais accepté de lire. Je ne lisais que Aragon, Éluard, Vercors et tous les écrivains de gauche que j'avais connus. Parce que la chose que je ne vous ai pas dite et qui est là maintenant, c'est que j'ai commencé à avoir des idées politiques, j'avais 14 ans. Oui. Je suis parti, j'ai été invité, donc l'année de mes 16 ans, dans un pays communiste qui était la Tchécoslovaquie. Et j'ai été invité, pas seul, avec un groupe d'enfants de mon âge, puis un peu plus jeunes aussi, donc j'avais 16 ans, un groupe d'enfants dont les parents étaient morts dans les camps de concentration. On n'avait pas de nouvelles de mon père. On savait que mon père était mort à Auschwitz. On savait jamais ce qu'on n'a jamais su. Après, on a su ce qu'était devenu mon oncle. Mais mon père, ma mère avait fait des recherches. On n'avait pas encore à l'époque. Non, on n'avait pas tout ça. Et je pars dans cette Tchécoslovaquie. Donc, en tant que déjà faisant partie je sais pas si c'était les jeunesses communistes ou pas les jeunesses communistes. Et ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé parce que on nous a mis pendant quelques jours dans ce qu'on appelait les kolkhozes, les kolkhozes soviétiques. Et on nous demandait pas grand chose. On nous demandait d'aller ramasser le blé, enfin des choses comme ça. De contribuer quand même. Ouais. Et moi j'ai pas voulu. Parce que j'estimais que j'étais en vacances. Et que, ma foi, j'avais assez travaillé dans l'année. J'avais pas du tout envie de... Et quand nous sommes rentrés, la personne qui nous dirigeait a dit à ma mère, ouais, elle sait plein de choses, votre fille, mais elle a un caractère épouvantable. Donc, ma pauvre mère, elle faisait avec. Et là, j'ai pris une activité dès mes 16 ans, dans le cadre du Parti communiste, qui a été beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer. J'ai vraiment... je sais pas comment vous dire. D'abord parce que j'ai rencontré des gens exceptionnels. D'abord les communistes de l'époque, les Marcel Cachin, les Jacques Duclos. La première chose que j'ai faite, très intéressante quand même, en mars 1953, donc j'ai quel âge? 17 ans. Oui. Jeannette Vermersch me demande de m'occuper de l'enterrement du camarade Staline, enfin de la cérémonie qui va avoir lieu au Veldiv pour la mort du camarade Staline. Donc, je réfléchis, j'ai plein de copains, copines, des gens qui chantent comme moi déjà. Et on décide, le Veldiv, ça avait été décidé sans nous. Et je dis, s'il y a beaucoup de monde à cette cérémonie, alors les autres, on avait trouvé des acteurs, des gens de l'époque, tout le monde était communiste à l'époque, mais je dis, il va y avoir plein de monde dans la rue. Et là, nous avons passé pratiquement toute la nuit à chercher des haut-parleurs pour les mettre. Nous avons mis des haut-parleurs entre Bir Hakeim, le métro Bir Hakeim, et la mode Piquet-Grenelle. Ah oui, quand même. Vous savez, il y avait 2 millions de personnes dans la rue pour la cérémonie. Pour la cérémonie. Et la cérémonie a commencé par ce que moi j'avais trouvé comme musique. C'est-à-dire la première partie du Messie de Handel. Magnifique. Parce qu'en plus, j'étais devenue... Mélomane. Je commençais... Non, pas mélomane, mais j'avais pris, à partir de l'âge de 16 ans, un billet où tous les 2 dimanches par mois, je pouvais aller à l'époque au Châtelet pour les concerts colonnes. D'accord. Bon, vous avez pas connu, parce que vous êtes... Mais là, je découvrais Chopin, Beethoven, Ravel, Mozart. Des noms que
En plus, je chantais. Je chantais les chansons de l'époque, Voulez-vous danser grand-mère, etc. Pas assez d'argent pour apprendre la guitare. Ma mère me refuse l'achat d'un accordéon parce qu'on n'a pas les moyens. Piano, hors pas de question. Donc, je chante dans la chorale des enfants de la nature quand même. Et je me retrouve après donc cette cérémonie que j'avais faite, magnifique cérémonie, alors dans laquelle avaient chanté des chanteurs connus de l'époque dont j'ai un peu oublié les noms, mais c'était une cérémonie absolument fabuleuse. Je vous dis, le Veldiv rempli, mais 2 millions de personnes dans la rue pleurant Staline quand même. Hein. C'est une chose qu'on a un peu. C'est important de se rappeler de ça parce que aujourd'hui on en doute un peu. Non. Donc moi je me suis retrouvé donc à Jacques Decour 2 années, mais là ma première, ça a été avec un professeur d'espagnol qui était poète en plus. Alors on écrivait des tas de choses, etc. et tout. Et là, le choix s'est fait parce que moi, je me suis inscrite en philo et ma mère a demandé au directeur de me mettre en sciences sexe. Et du coup, le cursus vétérinaire, il arrive comment? Non. Le cursus vétérinaire, il est toujours pas là. Ouais. La seule chose qui m'intéresse, c'est donc la poésie, la politique, où je deviens quand même... je sors, j'ai donc 18 ans, je suis en sciences sexe. Ouais. Et je deviens secrétaire général des jeunesses communistes quand même. Ah oui. C'est un rôle important. Donc je passe mon bac. Très bien, enfin plus pour suivre une mention. Et toujours un peu en opposition quand même avec ma mère, alors qu'on s'adorait et qu'on s'entendait très bien. Je passe le philo en septembre. D'accord. Je passe philo en septembre. Et là, se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'avais copains, copines, alors on s'inscrit au PCB pour faire quand même médecine. On se dit jamais, peut-être qu'on fera médecine. On s'inscrit donc, c'est pas Jussieu d'ailleurs, à l'époque il y avait pas Jussieu, je sais plus comment ça s'appelle. On s'inscrit au PCB, oui, il y avait une de toutes, il y avait une des filles qui voulait faire de la géologie. Donc moi, je me dis, oh, médecine, bon, on verra bien. Ça me plaisait pas outre. Et je vais quand même à la Sorbonne et je rencontre Althusser, qui était donc le larbin, si j'ose dire, de Jean-Paul Sartre, qui me connaissait du Parti communiste et qui me dit, mais moi, je te prends comme élève de laboratoire. Mais je dis, mais je peux pas être... Si, tu peux être à la fois en fac des sciences et tu peux être... à la Sorbonne. À la Sorbonne. Et j'avais découvert, à 17 ans, oui, c'est ça, quand je suis revenu de Tchécoslovaquie, là-bas, je m'étais trouvé un petit amoureux où on s'écrivait des poèmes, des tas de choses. Lui se prenait pour le grand poète de Tchécoslovaquie. Moi, je me prenais pour Rimbaud à l'époque, donc on s'écrivait, etc. Et bon, ça n'a pas duré longtemps, notre histoire. Mais ça a dû quand même me frapper comme gamine parce que je me suis payé un ulcère à l'estomac. Oui. J'avais des douleurs absolument épouvantables. J'étais à la fois très ouverte et très renfermée, avec une part d'agressivité qui était un peu bizarroïde quand même. Et ma mère me dit, écoute, je vais t'emmener chez mon médecin. Mon médecin, il s'appelle Renouvin, et il fait de l'homéopathie. Je sais quoi. L'homéopathie, c'est une médecine qui tient compte, je sais pas comment t'expliquer, mais tu verras, tu vois. Donc, elle m'emmène voir ce médecin, très bel homme d'ailleurs, entre parenthèses, et tout de suite j'apprécie parce qu'il dit à ma mère, je préfère que vous soyez attendiez pas là. votre fille. Voilà. Donc on parle, il me dit, je vais juste vous poser une question. Hein. Est-ce que vous avez eu un problème qui vous a contrarié? Un problème sentimental? Et je me revois encore en lui disant, écoutez monsieur, je sais que vous avez beaucoup d'estime pour ma mère, mais elle m'a dit que je venais voir un médecin, donc je suis venu voir un médecin et pas un curé. Et il me dit, mais vous savez, ma petite Jacqueline, les maladies n'arrivent pas à cause de bactéries ou de microbes ou d'une mauvaise alimentation. Elles arrivent, elles s'installent sur un terrain qui leur est favorable. Et je suis alors, si ce terrain est favorable, il est favorable quelquefois dans le cas de terrain, mais il est favorable parce que psychologiquement, on leur a laissé la et place. je lui dis, là vous avez raison, parce qu'en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est le psychisme. Tu pars.
Et donc, il me fait une prescription. Une seule. Ignacia 5, 7, 9. Et si ça va pas, vous revenez. Et je suis, en 8 jours, j'ai une amélioration considérable. Et je dis à ma mère, tu sais, maman, j'ai pas été très sympa avec ton ami, hein, parce que, alors elle me dit, oui, il m'a dit, tu peux aller t'excuser si tu veux. Ah, je dis, oui, j'irais bien m'excuser, oui. Et elle m'envoie à Saint-Jacques. L'hôpital Saint-Jacques, à l'époque, à Paris, dans le 15e, était un hôpital homéopathique. Avec une hospitalisation par des médecins homéopathes. Hein. Ah, d'accord. Et je revois mon Renouvin, Michel Renouvin. Et je lui dis, monsieur, là j'ai compris, et je lui dis, vous savez, tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui touche le cerveau, le psychisme, pourquoi on chante. Et il me dit, écoutez, venez dans la bibliothèque de l'hôpital Saint-Jacques, je vous ouvre la bibliothèque. Et nous arrivons dans cette bibliothèque. Et un vieux monsieur est assis, très élégant. Renouvin me présente, lui dit, je suis Léon Vanier, vous connaissez? Je dis, non monsieur, non. Il me dit, je suis en fait je n'ose pas dire le père de l'homéopathie française, mais presque. Et donc on parle. Et il me dit, mais asseyez-vous là. Je vais vous montrer un livre. Vous allez lire 2 pages et vous allez voir. Et il me donne un énorme bouquin. Il ouvre. C'était l'Organon de Hahnemann, le créateur de l'homéopathie. Et là, tout ce que je cherche, je le trouve dans ce bouquin. Une révélation. La révélation, c'est-à-dire que n'importe quoi, l'arthrose, les rhumatismes, le psychisme est là, il dirige. Et à partir de là, on donne des remèdes qui ont été dilués, dynamisés, qui appartiennent soit aux plantes, aux pierres, aux métaux. Mm-hmm. Tout est possible d'avaler, mais ces remèdes sont dilués et dynamisés. Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais tout ce que je sais, c'est que mon Léon Vanier me traîne avec lui partout, dans tout l'hôpital, dans les réunions. Je rencontre des médecins, des Julian, des issues, enfin, etc. Et je suis avec eux, et je suis complètement folle, donc j'ai 20 ans, 19, 20 ans. Bon, j'ai réussi le PCB, mais ça m'intéresse pas. Je continue à travailler avec Sartre sur la philosophie. Hein, Sartre et Althusser, la philosophie. Et puis, je suis là, les Boiron disent, mais pourquoi tu ferais pas pharmacie, puisque tu pourras, etc. Ah non, mais va faire pharmacie, etc. Et un de mes amis médecins me dit, tu sais, à la fin, tu veux que je te dise, tu nous emmerdes. T'as été élevé avec les vaches, tu devrais y retourner. Finalement, c'est un conseil. Et je dis, comment ça? Comme un autre? Oui, ça existe, le métier de vétérinaire, tu connais? Je dis, oui, je les ai vus, le vétérinaire. Pourquoi tu serais pas vétérinaire? Puisque tu soigneras les vaches et les cochons comme tu as envie de soigner les gens. Ils ont un psychisme, tu sais, les vaches et les cochons. Je dis, oui, ils ont un psychisme. Même les lapins, ils ont un psychisme. Et je suis rentré à la maison, je dis à ma mère, je vais préparer Veto. Et c'était un mauvais moment c'est vrai qu'on est allé, la Canale s'était pris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Marcelin Berthelot, à Saint-Maur. Il y avait plus de place. Et le directeur de Marcelin dit, écoutez, il y a Fontainebleau qui est une très très bonne préparation. On a pris un train. On est allé à Fontainebleau. On a trouvé le directeur qui m'a pris. On a trouvé une chambre parce qu'il fallait quand même que j'ai une chambre parce que les filles n'avaient pas d'internat. Et je suis rentré. Et pendant 3 ans, parce que j'étais bonne élève, mais je faisais trop de choses. Ouais, un peu dispersé, ou en tout cas, je faisais trop de choses. Occupé. D'abord, il y avait la politique. J'avais un peu envisagé la députation, parce que j'étais déjà très connue, hein, je faisais déjà des discours partout. En plus, je chantais. Tous les week-ends, je gagnais ma vie en chantant au Lapin à Gilles et de temps en temps à l'Écluse et chez Patachou. Et donc j'avais une activité professionnelle très très dense. Alors bon, mais enfin la 3e année, je suis rentré à Alfort. Je suis rentré en octobre, début octobre. Je devais me marier le 24 décembre, la nuit de Noël. Je suis rentré à Alfort. Nous étions 5 filles pour 100 garçons. Ah oui.
J'ai appris presque le jour de mon entrée, que mon fiancé avait été massacré en Algérie, donc il fallait survivre. Et le 19 octobre, donc 19 jours après la rentrée, au congrès du Parti communiste français, j'ai appris mon exclusion par Jeannette Vermersch, qui était la femme de Maurice Thorez. Exclusion pour, comment elle disait, que je roulais pour moi, en fait, voilà. Ah. Et je l'ai très mal pris. Je l'ai très mal, pas autant que ma grand-mère qui a pleuré toutes les larmes de son corps, mais je l'ai très mal pris. Je crois même avoir déchiré ma carte du Parti communiste. Et je me suis retrouvé dans cette école. Et cette école a été pour moi, d'abord parce qu'on était une promo exceptionnelle. Tout ce que j'ai appris me passionnait. Ouais. Et là, et même moi, je changeais. Bon, j'ai arrêté de chanter parce que je pouvais pas tout faire. Entre les garçons et nous, il y avait pas, c'était une, je sais pas comment vous dire. Parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui me dépassent à l'école vétérinaire. Et d'apprendre ça me blesse. C'est comme si j'étais encore dans cette école. Je sais pas comment vous dire. Mais c'était pas du tout le cas quand vous y étiez. En tout cas, c'était pas du tout le sentiment. Oh là là. Mais même pas. Alors, je peux pas vous dire que j'ai eu 100 copains mecs. Non, on va pas aller jusque-là. Mais j'en ai eu au moins 15 ou 20. Alors bon, j'en avais un que j'aimais plus que les autres, qui était Yves Surgé, qui était celui qui a presque créé la SPA. Enfin, bon, les chiens, je sais pas comment on les appelait, ces chiens là dont il s'est occupé, les bergers belges, oui c'est ça, le berger belge. On avait chacun nos responsabilités. Il y en a qui faisaient du rugby, il y en a qui faisaient du foot. Moi, je faisais du rodéo. Les 5 filles, on était copines comme il n'était pas possible. Les garçons, c'était magique. Alors, les révisions, beaucoup, on était 5 ou 6, un petit groupe passionné. On faisait les révisions chez ma mère, qui avait un grand appartement et qui nous faisait des plats fabuleux. Au moment de mourir, des copains ont encore appelé ma mère, je veux dire, vous voyez ce que et c'était, non, ça a été pour moi, cette école vétérinaire. Aujourd'hui, j'ai quelques copains qui me reprochent de pas avoir écrit Alfort 63 pour parler de tous ces gens. On a eu des gens bien, en plus, des gens connus. On a eu Lorgue, on a eu Gandet, on a eu Cécile Laëllec, on a eu Guénet, Jean-Louis Guénet. On a eu des gens. Et puis, on a eu des petits vétos de campagne Mourieras, qui vient de mourir, etc. Quand un meurt encore aujourd'hui, on est encore tous en deuil. Je veux dire que... Et j'ai passé ces 4 années dans des conditions exceptionnelles d'amitié et d'études et d'apprendre. Tout m'intéressait. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'étais élève de Monsieur Bordet, du professeur Bordet en chirurgie, qui était un passionné d'homéopathie. Donc, à chaque fois que j'étais en chirurgie, je pouvais prescrire. Déjà, dès l'école. Complètement. Comment vous faites pour préparer un chien qui va être opéré et qui a l'angoisse de venir? Vous donnez une préparation d'homéopathie, vous pouvez donner Gelzemium, comme quand vous montez sur scène, mais vous allez voir. Et puis, comment on fait pour cicatriser? On donne Safisagria, et puis le choc opératoire arnica, et je pouvais faire mes ordonnances. Donc, j'ai eu une dextérité de l'homéopathie. Très rapidement, ouais. Ah, complètement. Ouais. Bon, j'étais une très bonne élève, je crois que je suis sortie 8e de ma promo. Nous avons fait une garden party en 1962, qui a été le top du top des garden party parce qu'on avait Jacques Brel. Ah oui. Bon, déjà, on a fait avec un cabaret. Ça a commencé à 10h du matin par des défilés de chiens et ça s'est terminé à 5h du matin, là où il y avait les chevaux, par les filles de chez d'une maison close de Pigalle et qui ont défilé alors qu'il faisait un froid de canard nu parmi les chevaux dans l'entrée d'Alfort à 5h du matin. Voilà. Pour ne rien vous cacher, ça a été ça. Ça a été bon, mais la fin arrive.
Et je vais trouver mon cher professeur adoré, qui était le professeur Guillon, professeur de parasitologie, que j'aimais parce que je crois que quelque part, alors lui était très, je crois qu'il aimait quand même les femmes, il m'aimait d'une manière différente. Mais alors, En vraiment, tout bien, tout honneur. oh là, plus que tout bien, tout honneur. Et je lui dis, voilà, je crois, monsieur le professeur, je crois que j'ai très envie d'être prof. J'ai envie de rester. Comment ça, vous avez envie de rester? Oui, j'ai envie de rester, je pense que je pourrais être professeur de, enfin, votre chaire j'aime mieux la chimie, mais j'aimerais peut-être aussi faire de la parasito ou alors, éventuellement, peut-être ouvrir une médecine féline parce qu'on n'a jamais fait, Ouais. et cetera. Il me dit: «Jacqueline, je vous arrête. Vous savez, je vous aime, nous sommes amis depuis toujours, je vais vous dire, jamais il y aura de femme professeure. Ah oui. Nous sommes trop refermés sur nous-mêmes. Même dans les 2 autres, vous savez, même à Toulouse. Toulouse, c'est un peu plus, peut-être, mais il y a pas d'élèves, il y a pas de filles pratiquement. Ouais. Bon, il y avait pas Nantes, hein. Et Lyon, alors il y a quelques filles qui sont là en train de se, mais c'est-à-dire, je suis pas sûr, hein. Pas sûr. Et puis, je vais vous dire, ça m'embête un peu de vous dire ça. On n'a jamais eu de juifs parmi les professeurs. Alors je dis: «Écoutez, monsieur le professeur, je suis pas pratiquante, je suis d'origine juive, mais je peux pas faire autrement». «Ouais, mais» et puis vous avez eu des idées politiques quand même, ça a été loin quand même, hein. Bon, d'accord, je sais ce qui vous est arrivé, mais enfin c'est pas, ça fera pas net sur votre, et puis CV. vous avez une vie personnelle qui n'est pas quand même, bon, tellement alors, et là, je me souviens, je crois que j'ai pleuré. Oui, il y a de quoi. Je crois que j'ai pleuré. Je suis parti en claquant la porte quand même. On était donc en fin juin, début juillet, quelque chose comme ça. Je suis parti en me disant: «Je vais me faire un café au Grisby», ce qui était donc Ouais. notre truc, le Grisby. Alors là, il y avait, je dis au gars qui était au Grisby, je lui dis: «Comment je fais pour téléphoner?» Alors il me dit: «Bah là, tu vois, tu as le téléphone», et puis je lui dis: «Ça, c'est quoi?» Et il me dit: «Ça, c'est justement, c'est les annonces pour ceux qui cherchent du boulot. Mmh. Tu vas faire quoi toi?» Bah je lui dis: «Bah, je suis un peu là, je sais pas». Et je regarde, je vois vétérinaire associé Saint-Flour cherche urgent aide longue durée. Téléphoner au, je me rappelle plus à l'époque, je crois qu'il fallait faire le 16 ou le 0. Enfin, je sais plus du tout, hein, ça, alors là, j'ai complètement oublié. Et je lui dis: je peux téléphoner?» Il me dit: «Oui, vas-y». Et j'attrape le téléphone et j'entends une voix qui me dit: «Vous êtes de l'école vétérinaire?» Alors je lui dis: «Oui». «Alors venez tout de suite, Ah oui. on vous attend. Voilà, vous arrivez à Saint-Flour, vous descendez en bas dans la ville et vous allez voir, il y a une maison religieuse, ça se voit, il y a des croix partout. Nous sommes la maison d'à côté. Vous sonnez, on vous...» Et je vais voir ma mère. J'avais à l'époque, ça y est, c'était, je vous dis tout de suite, il y avait une autre passion un peu douteuse dans ma vie qui était les voitures. Donc j'avais une Ondine Gordini. Le summum de la vitesse, hein. Et je dis à ma mère: «Voilà ce qui m'arrive». Elle me dit: Pars, tu verras bien». Ben, je dis: «Mais maman, C'est le Cantal quand même. c'est le Cantal. Eh ben, de toute façon, t'as piqué des vaches, t'as vacciné des vaches, pendant que t'étais à l'école et tout, puis t'as vécu avec des vaches dans l'étable. Donc Boiron m'a mis des granulés partout dans ma voiture Et c'était et parti. je suis parti. Et je suis arrivé à Saint-Flour, j'ai sonné, un type m'a ouvert la porte, il faisait 1,90 m, je crois, pesait 100 kilos au moins. Je lui ai dit: «Bah voilà, je suis la vétérinaire». Il me dit: «Oh nom de Dieu! Oh, c'est pas vrai! Une fille en plus». Puis il me dit: «Mais vous êtes toute petite?» Bah, je lui dis: «Non, je fais 1,55 m». Ouais, enfin bon. Et une voix dit: «C'est qui? C'est qui ça, Jean?» «Ah bah, c'est le futur vétérinaire». Et je vois une femme, toute réjouissante, très... Très avenante. «Je suis madame Ferratan. Vous avez mangé? Non? Bah, venez, on est à table». Et voilà, je suis resté jusqu'à ce que j'ai un très grave accident qui me ramène à Paris.
puisqu'une vache m'a esquinté la paroi intestinale, donc etc. Ah oui. Voilà. Et ma vie vraie s'arrête là. Sur ce coup de pied, sur cette remontée à Paris, sur cette non pas un échec, hein, je prends pas du tout ça comme un échec, mais je me dis l'échec pour moi, ça avait été le renvoi du Parti communiste parce que j'avais vraiment l'intention d'être député. Je savais que j'arrivais à 25 ans, que je pouvais préparer la députation, que j'aurais été élu dans ma région, les Lilas, Montreuil, Bagnolet, vous voyez, Ouais, bien sûr. Romainville, etc. Tout le monde me connaissait. J'étais d'autant plus que je suis quand même assez bonne enseignante. Et puis voilà, je suis arrivé à Paris. Du coup, il a fallu faire autre chose. Je suis rentré à l'hôpital Saint-Jacques où j'ai passé 15 jours pour qu'on me refasse une paroi c'était absolument, je souffrais en plus parce que le péritoine avait éclaté. Donc c'était quand même assez douloureux. Important. Je pouvais pas marcher, il fallait que je marche avec des trucs qui me serrent le bide, etc. et tout. Et puis j'ai pris quelques moments de repos. Je crois que j'ai dû relire Jean-Christophe ou oui, quelque chose comme ça. J'ai dû relire Jean-Christophe. J'ai relu aussi beaucoup les Russes. Et puis bon, j'avais un peu d'argent, donc j'avais ma chambre de bonne chez mes parents, etc. J'ai fait un peu de chirurgie pour des confrères, les vieux. Et puis je suis rentré dans un labo au laboratoire Fraisse où j'ai fait un peu de pharmaco, des trucs comme ça. Jusqu'à ce que je rencontre dans une réunion une femme d'origine belge, grande, très élégante. Très, très élégante. Elle me dit, pareil que vous êtes vétérinaire. Je dis oui. Qu'est-ce que vous savez, quels sont ce que vous savez le plus faire? Alors, je lui dis, soigner les chevaux et les vaches. Elle me dit, non, c'est pas du tout ça. Elle me dit, en fait, je cherche un vétérinaire, mais pourquoi pas une? Ouais. Je veux monter un laboratoire d'analyse vétérinaire. Je dis, comment ça, un laboratoire d'analyse? Ben, un laboratoire, vous savez que les animaux, ils ont de l'urée, du glucose. Oui. Et vous n'avez pas de laboratoire? Je dis, non, c'est vrai, mais on le fait faire dans des laboratoires d'humaines. Et je lui dis, écoutez, j'ai un ami qui est très très grand spécialiste de justement des analyses vétérinaires, qui est installé dans la banlieue parisienne. C'était Groulade. Alors avec l'urée, la créatinine, enfin le nombre de... le type savait même pas combien avaient les chiens avec globules rouges. Bah oui, bon. Il n'y a pas de valeur de référence. Donc Groulade avait fait tout un truc, et elle me dit, moi je fabrique dans mon usine, qui s'appelle les laboratoires Biotrol, je vends des réactifs de laboratoire, je vends des poches pour les gens qui ont des anus artificiels. D'accord. En glissant. Je vends également des poches pour récolter des urines chez des femmes, chez des hommes et chez les enfants. Et tout ça, plus elle me parlait, plus je trouvais ça. Ça y est, je me voyais déjà devant les machines, hein, en train de... Et est-ce que ça vous intéresse? Ah, je dis oui. Et le 1er janvier 66 ou 67, je suis devenu cadre, compte tenu de mon salaire, je suis devenu cadre illico chez Madame Simonet, femme fantastique, directrice générale des laboratoires Biotrol. Je suis rentré en 67 et j'ai eu un poste tout de suite. Alors on a acheté des moutons pour pouvoir prélever le sang, pour pouvoir faire les dosages de cholestérol. Je me suis occupé de la cantine, puisqu'un vétérinaire s'occupe de la cantine. Je me suis inscrite, j'ai fait l'IAE. Oui, d'accord. Quand j'ai eu fini l'IAE, on avait eu 68 entre-temps et les cadres pouvaient tout se permettre. Je me suis inscrite en cours du dimanche aux arts et métiers. Je suis devenu ingénieur des plastiques alimentaires avec un beau diplôme. Je suis diplômé de l'Institut d'administration des entreprises fac de droit de Paris. Et je peux vous dire, presque 2 ans plus tard, oui, je crois que j'ai encore des photos, 2 ans plus tard, je suis devenu directeur général adjoint. Parce que la personne qui l'était est partie chez Servier. Oui. Elle était donc la belle-sœur de Jacques Servier, et elle me laissait sa place.
C'est une belle ascension dans Et l'industrie, là, je me suis rapide. retrouvée là. Et ça a été fabuleux. Ouais. Ça a été fabuleux parce que d'abord, on a fait des choses. On a fait les seringues à usage unique. On est l'auteur des seringues à usage unique. Ça a été tellement difficile. Parce que à l'époque, les bonnes sœurs étaient encore, en France, responsables de la plupart de nos hôpitaux. D'accord. Et elles ne voulaient pas entendre parler du plastique. Il fallait stériliser les seringues en verre. Ah oui. C'est Et pas le même process. enfin, dans les années 70, on a appris qu'une maladie bizarre frappait les homos aux États-Unis. Bon, les homos, oui, mais peut-être Mais pas que les homos. peut-être. Et du coup, avec l'arrivée du sida, ça a changé. Donc, prise de sang, injection intraveineuse, etc. Bouillir les seringues en verre. Ouais. On a un gars qui s'appelait Jean-Louis Guénet, qui a été presque directeur de l'Institut Pasteur. Alain-Marie Philippon, des types qui étaient brillants, qui ont fait des examens, qui ont montré que notre plastique était plus- totalement stérile ouais, c'était et plus pouvait le sécu. rester 10 ans. Ensuite, on a inventé la seringue à usage, enfin, stérile. On a inventé l'aiguille, la seringue montée. J'ai eu chez Biotrol une vie professionnelle que je souhaite à tous les confrères vétérinaires. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on s'en rend pas trop compte parce qu'on utilise ça au quotidien, mais c'est vrai que ça fait une réelle révolution. Exceptionnel. La première émission qu'on a faite, j'ai fait une émission en 70, donc j'étais déjà là-bas depuis un bout de temps. Gisèle Halimi a fait une émission à la télévision qui s'appelait « Ces femmes qui gouvernent le monde ». Oui. Elle ne voulait pas que les 12 femmes qui gouvernent la France, elle voulait qu'elles soient françaises. Mon PDG était d'origine belge. Ah. J'ai fait l'émission. Et je revois encore Gisèle Halimi me disant « Mais vous sortez de l'école vétérinaire d'Alfort ?» « Oui. Mais à Alfort, on vous a pas appris. » Je dis « Non, mais on peut apprendre en plus. Bah oui. Mais c'est ma formation par l'école vétérinaire d'Alfort qui me permet aujourd'hui De continuer de faire ça, ouais. Vous allez bientôt, un jour, vous aurez des vaccins où on n'aura même pas besoin. Il y aura un vaccin. Oh, c'est formidable. Tout ça stérile, oui. Tout ça Oui. stérile, tout ça stérile. Enfin, on a fait des trucs fabuleux. Et puis, je travaillais toujours aussi beaucoup sur l'homéopathie parce que je travaillais avec les laboratoires Prolival à Reims. D'accord. Toutes ces formules, le Vombil. Vous avez connu le Vombil? Oui. Vous savez combien on vendait d'unités? Non. 400 000 unités, mois. Ah oui, c'est énorme. Bon. Alors, l'homéopathie, ça marche pas, vous me le direz. Donc, je suis resté en contact, je faisais ça. J'ai aidé Dolizos à l'époque, tout en ayant mon amitié pour Boiron, parce que j'étais très proche des frères Boiron. J'ai aidé Dolizos à créer des laboratoires homéopathiques de fabrication de remèdes partout en France, aidé par une banque que je connaissais bien. J'ai une vie, et puis, un jour, j'étais à Caracas. C'était fin 72. Ouais, fin 72. J'étais à Caracas, dans un hôtel absolument luxueux, une chambre d'hôtel absolument fabuleuse avec une baignoire, avec un escalier qui descendait, plein dans la chambre, la salle de bain. Enfin, c'était un truc. J'ouvre le frigidaire, je me sors, j'ai une bouteille de Dom Pérignon, avec un mot de l'ambassadeur de France qui me dit on passera vous prendre vers 20h. Le chauffeur vous demandera, je sais pas, un truc comme ça en espagnol, tout ça. Et tout d'un coup, je dis j'en ai marre. Putain, j'en peux plus. Et j'appelle le standard et je dis à la fille, est-ce que vous avez Paris? Elle me dit, je vais essayer, mais je vous promets rien. Ouais. On n'avait pas tout ça. Bah non, bien sûr. Télécommunications, c'est... J'ai Paris. J'ai mon PDG qui me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je démissionne. J'arrête. J'en peux plus, madame. Je peux plus. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. Ouais. Le lundi, je suis à Caracas. Le mardi, je suis au Guatemala. Je connais rien. Non, je peux pas.
Elle me dit, mais l'année dernière, vous nous avez permis de gagner 1 milliard avec le Japon, on a vendu notre seringue. Je lui dis, mais vous pouvez Oui, c'est pas que une question d'argent. Non, je dis, vendez-moi si vous voulez, c'est pas une affaire d'argent. Je dis, je peux plus. Mais elle me dit, je peux pas vous augmenter, vous gagnez plus que moi. C'est pas de l'argent. Je dis, non. Non, mais je vous en... Et j'arrête. Je lui fais ma lettre de... Ma mère me dit, mais ma fille, jamais tu retrouveras ça. C'est difficile à concevoir pour les autres. Et là, j'avais rencontré un petit veto qui m'avait fait du charme en me disant, je rêve de m'associer avec quelqu'un comme vous. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il m'a dit, je suis meilleur chirurgien, que je suis Médecin. médecin. Je lui ai dit, écoute, ça tombe bien. Moi, je suis bon chirurgien, mais dans des trucs un peu meilleur sur le cheval que sur le chien. Tu nous cherches un local, on s'installe. Il me dit, j'ai mon oncle qui s'occupe de locaux dans le 17e arrondissement. Et ils sont encore? Je lui dis, tu lui demandes à ton oncle qu'il nous trouve un local et puis c'est tout. Il me dit, bon, d'accord, tout de suite. Je dis, oui, demain. Et je gagnais un peu parce que d'abord j'avais de l'argent, c'est pas une affaire d'argent. Tant plus que je travaillais un peu pour Boiron dans des formules, pour de l'ISOS parce qu'il fallait faire. Donc pour ça je sais demander partout, donc j'avais aucun problème. Et peut-être 3-4 jours après, Berdugo m'appelle et il me dit, j'ai un local. Alors on en voit un qui me plaisait pas et le deuxième qui était un local qui était fermé depuis longtemps, qui était une ancienne charcuterie. Je dis, c'est tout à fait. Très beau local, 17 rue Rentien. On a fait les travaux, je me souviens parce que c'est moi qui ai fait l'escalier, donc qui était avec une marche qui était plus haute que l'autre où tout le monde s'est cassé la gueule. Et on a ouvert, j'ai ouvert cette boutique le 21 mars. 73 du coup. Ouais. 1973. En écrivant Jacqueline Pecker, docteur vétérinaire, homéopathie, médecine naturelle, sur rendez-vous, 47 66 39 40. Je me suis ouvert le 21 mars. Le 21 mars après-midi, j'avais déjà 2 clients. Dont un teckel qui avait des problèmes de démangeaison, mais surtout de dos. Et elle avait appris qu'il y avait un homéopathe. Et le 23, j'avais 5 ou 6 plaintes à l'ordre. Déjà? Oui. De confrères, consoeurs de à côté. Il y avait comme directeur de l'ordre un type que j'adorais, qui s'appelait le docteur Milin. Un type fabuleux qui m'appelle et qui me dit, tu sais ce qui t'arrive? Je dis oui, des plaintes. Et il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, écoutez, monsieur Milin, je sais pas, faites comme vous voulez. Vous me fermez ma boutique. Il dit, non, moi je suis tellement content que tu aies pris cette décision, etc. Et il m'a bien défendu. Après, on m'a foutu la paix. Après, j'ai eu droit. Alors là, ça a été assez grave parce que je vous la montrerai quand même un jour, si ça vous intéresse. J'ai soigné très rapidement le chat d'une femme une femme que j'ai adorée, qui est devenue ma meilleure amie, qui s'appelait Madeleine Chapsal. Et Madeleine, j'ai soigné son chat qui allait bien, donc c'est l'essentiel, mais qui a fait un article sur moi dans l'Express. Qui a déchaîné les chroniques? Expliquant qu'un vétérinaire homéopathe venait de s'installer dans le 17e arrondissement, que j'avais une façon, que j'avais fait de l'ostéopathie, je faisais de l'acupuncture en cas de besoin, mais surtout, le plus intéressant était l'homéopathie avec des médicaments, etc. Et se trouve que le numéro de l'Express, alors vous avez pas connu, vous êtes trop jeune, mais il y avait eu le premier film érotique qui faisait la couverture de l'Express. D'accord. Enfin, la France se dénude ou un truc comme ça. 2 jours, plus d'Express. Ils ont tiré à 2 millions d'exemplaires. Et moi, au milieu, dans Madame Express, un vétérinaire fait de l'homéopathie dans une rue, Alors, j'avais eu un autre article désolé ma mère, j'avais eu un article dans Minute. Ah oui. Qui était donc le journal de Le Pen.
Enfin oui, de l'extrême droite, pas l'extrême droite. bon, l'extrême droite de l'époque. Ma mère était désespérée, mais bon, câlin canin, au moment de mettre sous presse, nous apprenons que un vétérinaire homéopathe s'installe. Bon, mais ça aussi, Ouais. la pub, elle marche. Ah bah oui, finalement, ça fait beaucoup Et de pub, oui. finalement, les années ont passé. J'ai eu droit. Alors bon, j'avais un copain pas loin, j'avais Michel Klein, on était très, Ah oui. Michel rêvait qu'on fasse quelque chose tous les deux. Je lui ai dit, tu sais, si on s'installe, on va s'entretuer. On n'est pas fait pour travailler ensemble. On n'a pas la même façon de travailler, on n'est pas du tout pareil. Ouais, mais on était voisins. Et puis, j'ai retrouvé des autres vétos que j'aimais, qui étaient Marie Saint-Germain dans le 11e, finalement tout le monde, tout s'est passé. Les profs. Correctement, ouais. Bon, quand j'ai fait mon inauguration, je l'ai faite, il y avait la queue évidemment parce que tout le monde m'avait connu, quoi. J'étais déjà connu. Enfin je n'hésitais jamais à dire je suis docteur vétérinaire. En plus avec une thèse complètement ridicule sur la nécrobacillose du lapin. Mais ça n'avait aucune importance. Et puis petit à petit, on a fait des choses avec Michel. On a fait le Thoiry, on a aidé Jean Richard à ceci. Lui, il a aidé le cirque Medrano. Moi, je soignais les chevaux au début. J'ai formé des mecs comme Gignot. J'ai formé je faisais de l'homéopathie même chez Marie Saint-Germain. En fait, c'était quand même très en vogue. Tout le monde. Mais c'était tout le plus monde, qu'en vogue. ouais. Je faisais, après, pendant tant d'années, j'ai parlé d'homéopathie sur 30 millions d'amis. Ouais. Ou quand sont arrivés ces espèces de contes chiens, là, comment ça s'appelait, là, qui ressemblaient qui avaient toujours qui avaient les faces, de Chine ou. Des Charpets? Les Charpets. qui ont disparu un peu. Alors, pourquoi? Parce que, on pouvait mettre toutes les cortisones qu'on voulait, toutes les pommades, et puis shampoings, finalement, Sorinum et je ne sais trop quoi, ils avaient tous ces trucs homéopathiques. Tout ça s'est su. Bon, après, on a, comme Michel Klein aussi, quoi, c'est-à-dire, des vedettes qui viennent, la presse. Est-ce que j'ai eu la chance d'avoir, comme ami Henri Amouroux, dont la femme était Madame Figaro? Ah oui. Je suis invitée en 85 au premier congrès de médecine douce à Monaco. OK. Organisé par la princesse. Et moi, je parle d'homéopathie vétérinaire. Et une fille vient me trouver, jolie, magnifique fille, vient me trouver en me disant, écoutez, voilà, je m'appelle Luce Bonnefuss. J'écris un livre, un dictionnaire des médecines douces pour chiens et chats, mais j'aurais besoin de vous, que vous me cautionniez. Je dis, vous savez, je veux bien, je regarde le livre, on travaille le livre ensemble, on fait des modifications. Elle écrit Jacqueline Pecker, docteur vétérinaire, Luce Bonnefuss. Le livre est sorti, on a fait un tabac. Mais on n'a fait pas un tabac de vente, on a fait un tabac de pub. C'est-à-dire qu'on était partout. On était à la télé, à la radio. Du coup, je me suis prise d'amour. J'ai fait des émissions sur la musique juive, sur la littérature, etc. Quoi. Je veux dire que. Et puis les années ont passé jusqu'à ce que je ferme ma porte. Je ne vende pas ma clinique, ni rien. Je m'en vais. J'ai fermé, c'est tout. C'est parti. Au bout de 28 ans. 28 ans. 30 juin 2001. Et derrière vous avez un petit meuble dans lequel vous avez un gros dossier rouge. Eh bien, ce gros dossier rouge, il est plein de lettres de mes clients au moment de partir. Ah, c'est sympa. Et vous verriez, franchement, je pense que si aujourd'hui, Madame Buzyn, qui a tué l'homéopathie, lisait ça, et il manque la rurale, et il manque Vincennes et les chevaux. Ouais. Mais, et là, ô combien, les éleveurs de moutons, il manque les éleveurs de cochons. Toutes les formules homéopathiques qu'on a mis au point chez Prolivalt et qui étaient tellement faciles à distribuer. Marie-Noëlle Issautier, qui est ma meilleure élève, mon amie, ma meilleure élève, elle est la vétérinaire qui a fait les poulets de Loué,
qui n'ont jamais avalé autre chose Que que de l'homéopathie. Marie-Noëlle Issautier est aussi celle qui a soigné tous les cochonnettes des associations d'agriculture, là, le syndicat des agricoles, je sais plus comment il s'appelle, etc. J'ai écrit avec Marie-Noëlle un livre qui s'appelle Cheval et homéopathie, qui, à mon avis, a le tirage d'un féminin et qui se vend encore après 20 oui. ans. Parce que les gens l'utilisent quand même. Parce que les gens l'utilisent. Même si Les gens le qui cadre réglementaire est... Non, je pense que si compliqué. vous allez aujourd'hui à Chantilly ou à Vincennes, vous allez trouver mon bouquin. Mm. Donc, la destruction volontaire de l'homéopathie est un acte qui a nui au monde animal. Je le dis volontairement. Je le dis même, je l'ai dit il y a quelques années, je pense que nous aurions pu envisager quelque chose sur la grippe aviaire. En tout cas, voir ce qu'on pouvait faire. Peut-être même faire ce qu'on appelle des isothérapies. C'est-à-dire qu'à partir des organes malades, on peut faire des remèdes. On aurait pu. Essayer, en tout cas. Essayer. J'ai fait des isothérapiques et des traitements homéopathiques sur des juments atteintes par des virus inconnus, mais qui portaient leur bébé, lesquels bébé mourait, avortait, avortait. Ouais. Moi-même, je me suis soigné de ma brucellose. À l'homéo. Par l'homéopathie. Bon, j'ai eu des problèmes, j'ai eu comme tout le monde. On a besoin des antibiotiques, on a besoin de la chirurgie, on a besoin mais c'est une médecine qui a fait ses preuves, qui existe, j'allais dire, pharmaceutiquement parlant, puisque nous sommes inscrits au codex. Et comment a-t-on pu ne pas respecter des gens les gens du gouvernement nous ont traités de charlatans, les médecins ont porté plainte. Alors je sais que quelques vétérinaires, moi je suis trop âgé maintenant, c'est pour ça qu'ils m'ont peut-être un peu laissé à l'écart, ont monté une association des vétérinaires homéopathes. Oui. C'est bien, je suis pas contre, mais le problème c'est qu'il faut qu'on rétablisse ces choses-là, que on remette. Mais bon, je vois pas comment ce sera fait. En tout cas, si vous voulez, je pense que j'ai eu une vie. Alors, je m'attendais pas à aller aussi loin. Je sais pas, j'avais jamais imaginé, compte tenu de tout ce que j'ai pu faire de dangereux dans ma vie entre le rodéo et les courses de voiture. Mais bon, je suis là. Je fonce pas trop vite, mais enfin, je fonce vers les 90 ans. Bon, il y a des choses que je peux plus faire. En tout cas, je me vois pas. En tout cas, la voiture, c'est certain, je conduis plus. Je peux encore en parler et je pense qu'au dernier moment, j'arriverai encore à défendre cette homéopathie vétérinaire qui a eu vraiment ces moments. Enfin, nous parlions tout à l'heure en nous découvrant de Cheval Santé. J'avais ma rubrique. Ah bah oui. Il a fallu un homme une fois pour changer le monde et que cet homme-là a dit j'accuse. Et ça a changé la face du monde. Moi, si je peux encore aujourd'hui dire quelque chose, c'est ça. C'est j'accuse. On ne nous a pas pris, on ne nous a pas écoutés, on n'a pas lu les thèses. Il y a des tonnes de thèses qui sont faites sur ce sujet. Mais plein. Mais même qui datent bien avant vous et moi. Le soigner soigner les verrues du fourreau, du cheval de course. Mais on pourrait retrouver ensemble toutes les thèses qui ont été faites bien avant moi, parce qu'il y a eu quand même des vétérinaires homéopathes avant moi avec des livres. J'ai ici des livres d'homéopathie vétérinaire qui sont d'avant 1936. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Ouais. Comment est né un petit peu ce désir d'écrire ? Est-ce que c'était plus à l'opportunité ou est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, il y a deux délires d'écrire. Il y a un premier délire d'écrire, alors qui n'a rien à voir avec la vétérinaire, et qui est un recueil de poèmes que j'ai publié à compte d'auteur parce que je voulais que ces poèmes soient publiés. Ils sont publiés, ils existent, on les trouve nulle part. Je crois que mon premier poème, j'avais 15 ans. Il est d'ailleurs dans ce que j'ai publié. Je me souviens avoir publié un poème aussi, nous attendions Léopold Senghor à une fête de l'UMA et j'avais fait un poème qui était assez joli d'ailleurs. Je suis un peu fier, j'ai un peu oublié ce que c'est, mais enfin. Donc j'ai toujours
aimé, comme encore aujourd'hui, hein, j'aime encore écrire à la main mes cartes postales. Je suis pas capable d'écrire directement sur l'ordinateur quelque chose d'important. Faut que d'ailleurs, je vais vous le montrer après. Là, j'ai quelque chose à faire pour une amie, et la seule chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop d'écart entre le moment de l'envie et le moment de la réalisation. Mais ça, c'est l'âge. Je me suis rendu compte que là, il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai pratiquement toujours écrit. J'ai écrit dans des journaux, j'ai écrit un peu partout. J'ai peut-être eu cette chance de rencontrer Henri Amouroux, avec lequel j'ai appris un peu à écrire des articles, parce que bon, c'est quand même un grand. Et puis après, alors le premier livre, ça a été donc Soigner. Non, le dictionnaire des médecines douces pour chiens et chats, avec Luce Bonnefous, qui est un bouquin qui a très bien marché, qui est sorti aux éditions du Rocher. Et puis après, j'ai eu un deuxième livre qui s'appelle Soignez votre chien par l'homéopathie, qui est sorti. Ça a été un grand moment de vie aussi, parce que c'est sorti aux éditions Stock et que ça m'a permis de travailler avec une dame qui s'appelait Thérèse de Saint-Phal, écrivain et grande directrice de maison d'édition. Oh là là, pas fabuleux. Avec une attachée de presse qui s'appelait Blandine Decôte. Ça a été un moment. Après, grâce à Madame Figaro, j'ai écrit Soignez votre chat par les médecines naturelles, où j'ai été aidé par mes 2 chats qui s'appelaient Plic et Ploc. Et là, je suis sorti chez Robert Laffont. Tout ça, c'était des grands succès, hein. Pas financiers, on n'a pas gagné tellement, mais des beaux succès de livres et des beaux succès de télé, de radio. Et puis après, il y a eu le cheval, donc homéopathie et cheval. Ouais. J'ai sorti alors on a d'abord sorti chez Boiron, qui se croyait un grand éditeur et qui en fait ne l'était pas, et qui après a, Dieu merci, vendu à Malouane Vigo. Éditions Malouane Vigo. Ah, alors là, ça a été le paradis à tout point de vue. On a très très bien travaillé. On en est à la 3e ou 4e édition. Puis qu'est-ce que j'ai fait derrière? Et puis derrière, j'ai publié mes poèmes. Et puis j'ai écrit un livre sur tous les homéopathes que j'avais rencontrés, les homéopathes remarquables. Ah oui. Et là, alors, du monde. J'ai eu le plus mauvais éditeur du monde, qui n'a rien fait, qui n'avait pas d'attaché de presse. Vraiment, ça a été un échec complet. J'ai pas aimé du tout. Je crois que j'en suis resté là, jusqu'à la publication de La Toile cirée. Mais La Toile cirée, c'est pas moi. C'est une autobiographie, mais non, écrite à la première personne, en tout cas. Oui, mais écrit par une fille qui s'appelle Gaëlle Bertruc. D'accord. Et qui parle de moi. Oui. Donc et comment ça s'est fait, cette Gaëlle Bertruc a maintenant une 40aine d'années, donc c'était il y a maintenant peut-être un peu moins de 10 ans. Elle m'a téléphoné pour me dire je m'intéresse aux fleurs de Bach. Elle est comportementaliste, elle a fait plein de choses, elle a fait plein d'études, comportementaliste veto, je crois. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur l'homéopathie. Elle est venue avec une fille qui est vétérinaire, qui voulait en savoir un peu plus aussi sur de la lecture, puisque la lecture, elle l'a fait dans plein de... Elle en a fait beaucoup maintenant. Elle crée une pièce de théâtre avec le livre. Cette fille de théâtre. Elle s'appelle, j'ai oublié son nom, Esther, avec un nom un peu compliqué, Basternhoff. Et elle a monté une pièce de théâtre. Donc, qui a le même nom, La Toile cirée? Non, pas du hommage, tout. Non, qui s'appelle Je n'avais pas imaginé devenir une femme exceptionnelle. Donc, elle oriente un petit peu. Elle a demandé le droit, la possibilité de le faire à Gaëlle. Si ça relance La Toile cirée, après tout, pour Gaëlle, je serais ravi qu'elle ait un petit quelque chose. Oui, parce que Gaëlle, qui a sorti le livre, et qui avait choisi La Toile cirée aussi. Moi, je fais pas de projet au-delà d'une semaine. À l'âge que j'ai maintenant, je fais plus de projet, quoi. Je veux dire que 10 jours, un jour, ça va bien, quoi. Mais c'est tout. Ouais, c'est quand même super. Ça a été adapté au théâtre, d'avoir eu la chance de le voir. Ouais. Oui, et puis en plus, elle met sur la vie exceptionnelle de Jacques Lydekker. Enfin, oui, c'est vrai que c'est un peu, quand je réfléchis, où
où toute la vie aurait pu être différente. Je n'aurais pas été viré, j'aurais été, comme disait Georges Marchais, finalement, t'aurais pris ma place, quoi. Ça aurait peut-être été mieux, peut-être que le parti, enfin, peut-être que les communistes auraient été différents mais c'est pas évident. Oui, aujourd'hui, c'est pas la même lecture qu'à l'époque non plus. Non, c'est pas du tout ce que c'était, c'est pas la même politique. Non, c'est sûr. Il s'est passé trop de choses pas jolies, donc non. Et puis encore, il s'en passe des pas jolies non plus. Et c'est pas forcément que dans ce parti d'ailleurs. Et pas. Je pense que... Alors, en 2005, vous avez reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite. Est-ce que ça a une symbolique particulière? Oui, parce qu'en fait, en 1986, un de nos médecins, qui s'appelait le docteur Demarque, un grand homéopathe, est parti enseigner l'homéopathie française, qui est un peu très rigoureuse, très scientifique. Hein. Très scientifique, l'homéopathie. On est avec des expérimentations. Et parti est invité au Brésil, dans une ville du Brésil où est l'Institut Lamasson. C'est-à-dire qu'il y a au Brésil un institut dans une ville qui s'appelle je sais plus comment, qui est la ville du café, un institut, un musée, même pas un institut, pardon, un musée qui porte le nom de Lamasson, c'est-à-dire un de nos plus grands médecins homéopathes. D'accord. Demarque est parti, il a fait une semaine d'enseignement et je crois que c'était un pharmacien ou un médecin lui dit mais t'as pas dans tes relations une nana ou un mec, enfin c'est un mec parce qu'il n'y avait pas de nana, qui puisse faire la même chose en vétérinaire. Et il dit si j'ai une nana, j'ai ça. Qui est capable de vous parler 10 heures de suite et de vous faire de l'homéopathie vétérinaire. Donc j'ai été en contact, je suis parti pour la première fois en octobre, puisque c'était après la mort de Magda Tagliaferro, ça y est, d'une amie pianiste qui était brésilienne. Je suis parti, en octobre 86. Je suis resté une semaine où ils ont eu droit à parler d'homéopathie tous les jours, 5 jours, entre 8 heures du matin au petit déjeuner et en fonction de notre soirée, soit 11 heures, soit 1 heure du matin. Très intensif. Même en dansant, il fallait parler d'homéopathie. Ça, c'est un truc que j'avais appris chez Servier, avec Jacques Servier, qui formait ses visiteurs médicaux, qui les emmenait dans un château relais, qui les faisait boire et bouffer d'une manière exceptionnelle, et qui pendant 3 jours, en même temps que un Bourgogne Meursault classé, etc., leur faisait avaler les produits de ces Serviers. Et ils étaient les meilleurs visiteurs médicaux du monde. Hein. Ils étaient bien traités du coup, donc. Bien traités, bien payés. Il y avait tout pour plaire chez Servier. Et les heures glorieuses de l'industrie pharma. Et donc il m'avait une fois emmené avec lui, Jacques, pour voir comment il formait. Et donc j'ai fait ça. Mais j'avais 60 élèves quand même. Hein. Et puis je suis rentré à Paris, mais ça a été magique. Hein. Au bout de, je sais pas, quelques mois, je crois. Hein. Le garçon avec lequel j'avais beaucoup travaillé, qui s'appelait Sébastien, me met un mot et avec un projet de créer un institut Jacqueline Becker. J'y suis retourné 1 ou 2 ans après, donc là il y a eu l'institut. J'y suis retourné plusieurs fois, pour faire des enseignements, soit j'ai fait presque une semaine de dermatologie. Alors quand je vous dis ça, il y a bovins, chevaux surtout, et j'avais eu cette chance d'être reçu par Maria Félix. 50 000 chevaux dans un truc. Ah oui. Dans une montagne, tous des chevaux noirs, avec une race qu'elle appelait. C'était vraiment magnifique. Et j'y suis donc retourné en 2015 pour avoir ce prix. Je suis donc docteur honoris causa du Brésil. Et vous savez que Lula avait été arrêté, il était remplacé par une femme qui est venue m'attendre à l'avion à São Paulo. D'accord. Fallait le faire quand même. Hein. Et donc il m'a remis ce qu'ils appellent eux la médaille.
cet institut, vous pouvez aller le voir. Alors, mis à part qu'on a écrit Pecker, P-E-C-K-E-R, Oui. et qu'on a gardé l'institut. Bon, enfin bon, je m'en fous après tout. Et en, je sais pas quelle année, je crois que c'est Madeleine Chapsal qui a dû relancer quelqu'un en disant, mais enfin, vous avez une veto, etc. Et donc, Donadieu, je sais pas quoi, là, le ministre de la Culture, Donadieu de Vabre, Ouais. m'a proposé pour être donc voilà, chevalier de l'Ordre national du mérite. Donc je suis alors à titre vétérinaire et à titre surtout d'avoir diffusé la France un peu À l'étranger. à l'étranger. Voilà. D'accord. Voilà. Et franchement là, je dois dire que bon, c'est Madeleine Chapsal qui m'a remis cette médaille. Parce que c'est quelqu'un qui a été dans ma vie pendant pratiquement 50 ans d'amitié. C'était vraiment quelqu'un de très exceptionnel. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cette médaille. Voilà. Super. Du coup, retraite très active, puisque la clinique est fermée en 2001. Et depuis, entre J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait, alors ce que j'ai adoré, c'est le journal Santé Pratique Animaux. D'accord. C'est moi qui ai démissionné. Alors qu'on aurait pu continuer encore longtemps. Enfin, bien que maintenant ils sont la partie, il y a plus de vétérinaires, mais la partie humaine a fait faillite, ils se sont vendus, etc. Mais Santé Pratique Animaux, on avait quand même, je crois qu'on avait 10 000 abonnés. Ah oui, c'est bien. Et il avait proposé à Klein, le gars qui dirigeait le journal, et Michel lui a dit non, je vais pas vous faire un truc d'homéopathie, vous avez Jacqueline. Ouais. Donc moi j'ai adoré faire ça. Et puis au dernier un numéro, je reçois un truc et puis je vois que mon éditorial, il y avait un truc qui me plaisait pas et la fille qui était nouvelle là, elle avait changé et là j'ai alors ça aussi bon enfin ça va se tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. J'ai piqué une colère en lui disant mais vous savez moi on change pas mes mots ou alors on me prévient. Ouais. Donc j'ai démissionné. Donc aujourd'hui j'en suis là. Bon, je fais ce que j'ai à faire, si vous voulez, voilà. Et je dois vous dire quand même que quelque part, bon, je ne pensais pas. La vieillesse, c'est une chose, mais je pense que si tous les gens, pas les vieux, c'est pas un mot, mais tous les gens qui se retrouvent chez eux alors qu'ils ont eu une vie active, flirtaient avec un ordinateur, il y aurait pas de problème. Et que si on mettait un ordinateur, et surtout un Mac, dans tous les EHPAD, il y aurait pas de problème. Parce que c'est une véritable, et je parle pas de l'intelligence artificielle. Ouais, bien sûr. Je parle de l'objet. Juste le contenu numérique. Simplement, L'accès qui vous numérique. permet de parler, d'écrire, D'être connecté, d'échanger, ouais. de commander des produits, de vendre, même à la limite des produits. C'est un bonheur, quoi, je veux dire. Ah oui. Donc ça fait partie de ces années. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le blog, le site. Le blog que j'ai Ouais. eu, et puis j'ai monté ma maison de production quand même de Ah oui. théâtre. J'ai sorti une pièce de théâtre avec celle que j'appelle maintenant ma fille, que je considère comme ma fille adoptive, Nathalie Juvet. On a monté une pièce de théâtre un peu. On a fait un Tchekhov, et puis on a fait comment il s'appelle là, celui qui j'ai oublié le nom. Enfin là j'ai un trou de mémoire, mais bon, une pièce qui est passée quand même pendant un bon bout de temps rue de la Huchette, au théâtre de la Huchette. Avec on a fait une tournée, on a fait Avignon. Ah, au festival, super. On a fait Avignon et on a bien travaillé à Avignon, mais bon, je me suis pas. Disons que j'ai plus dépensé que je n'ai gagné dans cette histoire, mais j'ai fait là la dernière chose de ma vie que j'avais pas faite. Oui, c'était une question Voilà. aussi, c'est de se dire est-ce que C'était être producteur, retrouver mes acteurs, assister
Répétition? Aux répétitions, voilà, c'était absolument magique. Ça a été, c'était un peu différent de chanter La Digue du cul à la Huchette ou ailleurs, quoi. C'est Enfin, sûr. voilà. Quelques années entre les Voilà, deux projets. ouais, chez Patachou ou ailleurs, quoi. C'était quand même autre chose. Alors je lis encore avec un grand mépris pour ce qui sort actuellement. J'apprécie pas du tout. Le contemporain. Non. Non, plutôt la Ah, littérature non. classique. Ah, non. Là, Ouais. non. Je dis non parce que c'est pas tout à fait vrai, parce que là, je suis en train de lire petite merveille qui est traduite, je crois, justement de l'estonien. Ah. Non, pas de l'estonien, qui est une femme qui vit en Suisse, qui écrit en français, mais qui se passe, pareil, au moment de la guerre d'Ukraine, etc. Très intéressant, très bien écrit, très joli, très poétique. Mais ma rentrée littéraire n'a pas été, non, franchement, là, en dehors des livres que je peux pas lire parce qu'ils font 750 Oui, c'est pages. vrai qu'il y a des pavés. Alors. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on retienne de votre manière de soigner et d'enseigner? Ma manière de soigner, c'est quand un animal, faut prendre un animal quand il arrive comme un gosse. Je m'appelle Milor Pecker. Tu es né quand? Oh, je crois que je suis né en novembre 2000. Voilà. Et vous parlez. Et c'est exceptionnel. Et vous les touchez. Et alors, il y a plusieurs possibilités. Le chien, c'est différent. Mais le chat, par exemple, vous allez avoir... Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Tu veux le pendule? Tu veux essayer? Et là, vous le prenez, vous mettez sur la table. Alors l'assistante continue et puis vous touchez. Mais c'est vraiment notre métier et avant tout un métier manuel. Et puis la parole qui on parle leur langue. Et j'ai eu une histoire très marrante. Quand l'arrivée à Saint-Flour, ça n'a pas été de la tarte, hein. Oui, j'imagine que je vous signale que je ne sais pas si vous connaissez les Salers. Oui, mais j'ai pas la même expérience que vous. Non, et puis vous avez non. Bon, donc ça a été un événement. Je dois dire que bon. Et puis ça faisait 6 mois que j'étais là, je crois, ou un truc comme ça. Je suis appelé. Non, oui, c'est moi qui suis appelé. Le veau vivant, plein état, mais complètement impossible. Il peut pas passer. Ouais. Avec tout ce qu'on fait, il peut pas passer. Et le paysan me dit, peut-être qu'on ferait mieux d'appeler Monsieur Ferraton. Je dis, de toute façon, c'est fait, hein. J'ai demandé à votre femme de le faire, donc il arrive, le Ferraton arrive, il passe la main, il dit, ça passera pas. Non. Et le paysan dit, alors, qu'est-ce qui nous reste? Vous allez pas me le découper quand même. Alors je dis à Ferraton, il me dit, il y a pas autre chose, hein. Je dis, si. Peut-être une césarienne, puisque vous avez l'air de dire que tout est bien, qui vit. T'en as déjà fait, toi? J'ai dit, à l'école, oui. Oui. Et puis même, je crois bien que j'en ai fait une fois avec un autre gars. Bon, mais je sais pas moi, hein, c'était... On essaye. Et je me tourne vers le paysan, je dis, est-ce que vous seriez d'accord pour une césarienne? Oh, il dit, moi je suis d'accord pour tout. Hein. Alors là... C'est bien. Il dit, Monsieur Ferraton, je vous mets. Attention, hein. Vous faites une expérience. Vous n'allez pas me compter le maximum. Mais c'est ça. Et je dis à Ferraton, vous avez la xylo. Il me dit, j'ai absolument tout. On peut faire la péridurale. On peut faire... Alors il me dit, moi, j'ai pas fait de péridurale. Je dis, mais moi ça je sais faire. Je dis, péridurale, il n'y a pas de problème. Il me dit, j'ai toute ma trousse de chirurgie. Tout est impeccable, tout est propre et tout. On va tout chercher. Je dis à la paysanne, vous n'avez pas un drap? On met un drap. Hein. Péridurale. La Salers. J'arrive pas au haut, moi. Donc déjà, faut trouver un truc. Un tabouret ou... Alors le tabouret, on peut pas monter sur un tabouret puisque bon, enfin, il me trouve une caisse dans l'intérieur. Bon, j'arrive, je fais la péridurale. Presque tout de suite, Ferraton il pique, il me dit c'est pas réussi, complètement réussi. Bon, on nettoie, je rase avec le rasoir. Et là, vous avez absolument tout. Et je dis allez. Ferraton il me dit merde. Et je coupe. Et là, dans la peau, dans l'utérus, on voit le bébé. Ouais. Donc là, j'ai donné un coup de bistouri parce qu'il fallait l'ouvrir, mais à la limite, j'aurais mis mon doigt
Ça aurait fait un trou, on aurait pu sortir. Et le veau est sorti. Un petit veau, mais beauté de 60, je sais pas moi, 70, 75 kilos. C'est-à-dire plus que ce que je pesais moi. Ah oui. Moi, je suis pas maigre non plus à l'époque, hein, parce que qu'est-ce que je descendais comme pinard. Et bon, on a recousu, écu, on a fait des antibiotiques. Je suis retourné la voir tous les jours. Bon, le petit veau s'appelle Jacqueline, ça, bien sûr. Super. Bon, mais ça a été. Et alors, évidemment, tout le pays l'a su. Bah oui. Et le journal l'a su. Donc le journal, je sais pas comment il s'appelle, de Clermont-Ferrand ou un truc comme ça, ou Aurillac, je sais pas trop. Donc ils viennent, ils arrivent. Et on est là, avec le paysan, alors le paysan avec le journaliste, et le paysan dit: ah, monsieur le journaliste, je vous arrête. Moi, je vais vous dire, on est très content de cette jeune vétérinaire, parce qu'elle est très compétente, mais il n'y a pas que ça. Alors, on dit, oui, il y a un secret. Je sais pas si vous le direz dans votre journal. Mais quand elle arrive pour vacciner les vaches, n'importe où qu'elle est, elle ouvre les tables, elle dit bonjour aux vaches. Eh ben, vous me croirez, monsieur le journaliste. Elles sont là, elles tournent la tête et elles sont tranquilles. Elles nous foutent la paix tout le temps. Et ça a été. Eh ben, c'est pareil en clientèle. Ouais. On se prend trop au sérieux aujourd'hui. C'est bien d'avoir des analyses, des trucs fabuleux, des machins comme ça. Mais le départ, avant les grands trucs, tout ce qu'on fait, les super radios, les super machins, les super trucs, tout ça. Je ne critique absolument pas parce que je sais pas le faire. Mais au départ, c'est le médecin de famille. Ouais. Et le lien avec l'animal qu'on soigne, quoi. Ah, complètement. Ah, complètement. C'est un métier que j'ai adoré, tel qu'on le faisait dans nos cliniques vétérinaires parisiennes, Lyon, Marseille, tout ce que vous voulez. Mais c'est ça. Hein. Ouais, cette connexion. C'est pas trop là. Bon, il en faut parce que c'est quand même bon. Ce serait dommage de dire à quelqu'un, bah oui, le foie c'est où? Ah oui, c'est là le foie. Non, ah non, on a besoin. Mais et justement ce que vous faites, c'est-à-dire l'ostéopathie, qui nous permet de toucher. C'est ça. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'ai aimé. Et puis, il y a eu un moment de fatigue. J'avais trop de monde, j'avais trop de fatigue. Est-ce que vous auriez justement un petit message pour les vétos de demain? Les vétos de demain, d'apprendre qu'ils ont le sens manuel. Alors d'apprendre qu'ils ont cette chance inouïe d'avoir combien on a 5 sens, c'est ça, non? Mais surtout d'apprendre qu'ils ont des mains, des yeux, un nez, des oreilles. Très important les oreilles. Très très important parce que c'est pas pareil. Tout. Non, il faut considérer. Si j'avais à dire à des gens qui veulent être vétos, alors il y a deux choses. Ou tu veux être un véto de ville, enfin un véto de campagne, etc. Et si tu sais pas, tu transmettras ton animal pour faire des échos, des choses comme ça. Ça, oui. Plus fort que toi avec des techniques, comme en humaine. Alors là, on prendra le chien, on saura même pas s'il s'appelle Médor ou Tartampion. Mais toi, si tu veux être un vétérinaire, alors il faut être un vétérinaire de sentiment. Il faut rester sentimental. C'est un beau message. Ah oui, ça, non. Non, faut aider les gens quand ils perdent leur animal. Il faut pas hésiter à pleurer avec eux, leur mettre un petit mot, l'empathie. Ah, complètement. Non, vraiment, si j'avais, je recommencerais. Alors peut-être, est-ce que je recommencerais le même métier? Oui, je sais pas. Enfin, j'ai aucun. Dans ces 28 ans-là, c'est des grandes années de ma vie. Et aucun regret. Non. Des gens que j'ai rencontrés, des réussites professionnelles, des télés qu'on a fait. Vous vous rendez compte que la télé qu'on avait faite sur l'homéopathie, ils nous avaient dit qu'on avait au moins un samedi à 14h, on a eu, ils disaient, plus de 5 millions devant leur télé. C'est super. Hein. Les gosses, des scores d'audience incroyables, même pour l'époque. Et même, comment il s'appelait l'autre, là, le troisième de nous. Il y avait Klein, il y avait moi, puis il y avait l'autre, Rousselet Blanc.
On regardait. Rousselet, il avait un succès fou, et c'était un vrai veto. C'est un veto. Vous avez profité quand même. Oui, j'ai profité. Je vais encore voir des. Là, je suis allé hier voir l'exposition au musée d'Orsay, qui est une merveille. Ce Sargent, mais c'est d'autant plus qu'on n'en parle pas comme on parle d'un Monet ou d'un Van Gogh. Sargent, vous avez parlé déjà de Sargent avec vos amis? Jamais. Alors que c'est exceptionnel. Ouais. Alors je savais qui c'était, puisque mon Hugo m'avait appris qui c'était, mais alors je fais ça, et puis je vous dis, je viens de découvrir cet auteur peut-être là estonien. Bah, c'est super, c'est déjà top de rester aussi ouverte. Merci beaucoup Jacqueline, en tout cas, merci pour la générosité de vos réponses, la façon très singulière de faire revivre les paysages de votre vie. À travers ce récit, on a traversé des décennies de courage, de travail, d'engagement et d'amour aussi. Un chemin façonné autant par les épreuves que par les choix, libre, assumé et parfois lumineux. Votre voix nous rappelle qu'on peut se relever, se réinventer, apprendre sans cesse et surtout transmettre avec envie. Merci pour tous vos mots qui vont nous questionner, mais aussi nous inspirer et parfois nous apaiser et qui surtout nous donnent envie d'avancer. Et merci à vous tous qui nous avez écoutés, d'avoir partagé ce moment précieux. À très bientôt pour un nouvel épisode de Veto Micro. Merci encore Jacqueline. Polom, 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 polom. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.